Quand quelqu'un manque de respect envers toi, tu ne perds pas ta valeur. Seule la faiblesse de celui qui le fait est exposée. Tu n'as pas besoin de te rabaisser ni de crier pour prouver ta valeur. Ta plus grande force réside dans le fait de ne pas leur céder le contrôle de ta réaction. Chaque fois que tu réponds avec colère, tu leur donnes le pouvoir qui devrait être uniquement le tien. Le stoïcisme enseigne que le véritable respect ne se réclame pas. Il se reflète dans ton comportement, dans ton calme et dans ta capacité à maintenir ta dignité même lorsque d'autres tentent de la salir. Le monde est plein de personnes qui cherchent à provoquer, qui se sentent grandes en humiliant les autres ou en se moquant de ce qu'elles ne comprennent pas. Tu ne pourras pas changer leur nature, mais tu peux empêcher qu'elles t'entraînent à leur niveau. Le calme que tu maintiens face à l'insulte n'est pas de la passivité. C'est un mur qui protège ta paix et qui montre clairement qu'elles ne peuvent pas toucher ton centre. La dignité n'est perdue que lorsque tu permets que ton caractère dépende des paroles des autres. Être fort ne signifie pas supporter les abus ni se taire face aux injustices. Cela signifie choisir tes batailles avec sagesse et agir sans te laisser consumer par la colère. Il est facile de crier, il est facile d'humilier en retour. Ce qui est difficile, c'est de garder le contrôle et de ne pas tomber dans le jeu de celui qui cherche à te voir perdre ton sang-froid. C'est la victoire silencieuse de celui qui maîtrise son esprit. Ne pas permettre que le poison des autres devienne son propre poison. Dans cette vidéo, tu apprendras à faire face au manque de respect avec fermeté et sérénité. Il ne s'agit pas de chercher des phrases astucieuses pour répondre, ni de rendre les coups. Il s'agit d'entraîner l'esprit à ne pas tomber dans les provocations, de te retirer sans bruit lorsque la dignité l'exige, de transformer l'humiliation en caractère et de maintenir ta cohérence même lorsque personne ne la reconnaît. Parce que l'autorité la plus solide ne s'impose pas avec des cris, elle se transmet par la façon dont tu te conduis. 1. Garde ton calme comme ta plus grande forme de pouvoir. Le véritable pouvoir ne se montre pas toujours avec des muscles tendus, des poings fermés ou des mots tranchants. Souvent, il se révèle dans le silence imperturbable de quelqu'un qui refuse de réagir au chaos que d'autres provoquent. Garder son calme n'est pas être indifférent ou faible. C'est avoir l'esprit si entraîné que même les mots les plus blessants ne parviennent pas à rompre l'équilibre intérieur. Une insulte perd de son tranchant lorsqu'elle ne trouve pas de blessure ouverte où se planter. Le calme est le bouclier invisible qui désarme l'agresseur, car rien ne le désespère plus que de voir que ses tentatives de te déstabiliser sont vaines. Le stoïcisme nous rappelle que le seul territoire que nous possédons vraiment est notre esprit. Les autres peuvent te critiquer, t'offenser ou même te trahir, mais ils n'ont pas accès à ce que tu décides de penser et de ressentir, à moins que tu leur ouvres la porte. Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu leur remets les clés de ta forteresse intérieure. Garder son calme, c'est déclarer « Ma paix n'est pas à vendre et n'est pas soumise aux caprices de personne ». C'est ce genre de force qui intimide sans élever la voix. Celui qui perd le contrôle face à la provocation devient la marionnette de celui qui l'irrite. C'est comme s'il remettait les fils de son caractère à l'autre. Pense à combien de discussions se terminent sans solution parce que quelqu'un s'est laissé emporter par la chaleur du moment. En revanche, le calme agit comme une ancre qui empêche les courants extérieurs de t'entraîner vers des endroits que tu regretteras. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien, mais quelqu'un qui ressent, mais choisit de ne pas réagir impulsivement. Garder son calme est aussi un acte d'autoconnaissance. Tu ne réagis pas parce que tu sais qui tu es, et tu n'as pas besoin de le prouver. La personne qui se sent en sécurité dans sa valeur n'a pas besoin que les autres la reconnaissent, encore moins qu'ils la valident au milieu d'une confrontation. Cette maîtrise intérieure envoie un message silencieux: tu ne pourras pas me faire perdre mon centre. C'est un pouvoir qui ne se crie pas, il se rayonne. Et cette présence tranquille est souvent plus intimidante que n'importe quelle menace. Bien sûr, le calme ne naît pas du jour au lendemain. C'est un muscle qui s'entraîne. Une des pratiques stoïciennes les plus efficaces est la visualisation négative. Avant de te confronter au monde, envisage mentalement que quelqu'un peut te manquer de respect,
qu'il y aura des insultes ou des injustices. En l'anticipant, tu n'es pas pris au dépourvu et tu réduis l'impact émotionnel. Une autre pratique est la respiration consciente. Au moment où tu sens que la colère veut s'emparer de toi, arrête-toi, inspire profondément, retiens l'air quelques secondes et expire lentement. Ce petit espace entre l'impulsion et la réponse est où naît le self-control. La valeur du calme se démontre surtout lorsque tout autour de toi exige que tu perdes les nerfs. Garder la sérénité au milieu du bruit, de l'insulte ou de l'injustice ne signifie pas accepter l'abus. Cela signifie que tu choisis ton moment pour agir et que tu ne te précipites pas au milieu du chaos. Les meilleures décisions sont rarement prises lorsque le sang bout. Rappelle-toi ceci, n'importe qui peut élever la voix, mais tout le monde ne peut pas garder le silence avec autorité. N'importe qui peut répondre à une insulte par une autre, mais tout le monde ne peut pas maîtriser l'instinct de le faire. L'autocontrôle est un privilège des forts, pas des soumis. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, rappelle-toi que le respect le plus important est celui que tu te donnes en refusant de devenir ce qu'ils attendent, quelqu'un qui perd le contrôle. Garde ton calme, car c'est là que réside le véritable pouvoir. 2. Éloigne-toi sans bruit de ce qui détruit ta dignité. Tout ce qui te blesse ne mérite pas une réponse, et toutes les batailles ne valent pas l'épuisement de ton énergie. Il y a des situations et des personnes que l'on ne conquiert pas avec des mots ni des arguments, car leur intention n'a jamais été de te comprendre ni de te respecter. L'erreur de beaucoup est de rester coincé dans ces sables mouvants en croyant qu'avec le temps, l'autre personne changera. La réalité est qu'il y a des environnements qui cherchent seulement à t'entraîner vers le bas. Et ton plus grand acte de force est d'avoir le courage de t'éloigner. Non pas par lâcheté, mais par respect pour ta propre dignité. Le stoïcisme enseigne que ce qui détruit l'âme n'arrive pas toujours avec un coup direct. Souvent, il s'infiltre lentement et silencieusement. Une relation où les moqueries sont déguisées en blagues, un travail où l'on te humilie au nom de la discipline, une amitié qui te consume avec des critiques déguisées en conseils. Parfois, tu ne remarques pas à quel point tu t'épuises jusqu'à ce que tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus la fermeté dans ton propre regard. T'éloigner sans bruit ne signifie pas fuir ni garder rancune. Cela signifie avoir compris qu'il ne vaut pas la peine d'expliquer ta décision à ceux qui n'ont jamais eu l'intérêt d'écouter. Le silence est souvent le message le plus percutant. Il dit « J'ai fini de permettre que cela m'affecte ». C'est un acte d'autodéfense qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Et même si le monde te traite de froid ou d'égoïste pour te prioriser, rappelle-toi que tu ne peux rien construire de valable sur un terrain qui s'enfonce à chaque pas que tu fais. Pense à combien de fois tu as discuté avec quelqu'un en essayant de le convaincre que son traitement était injuste, seulement pour découvrir que plus tu expliquais, plus il trouvait d'excuses pour rester le même. Dans ces cas, insister, c'est creuser ta propre frustration. Le stoïcisme insiste sur le fait que le respect ne se mendie pas. Il se réclame par des actions, et parfois, l'action la plus puissante est de faire demi-tour et de fermer la porte sans regarder en arrière. Le retrait silencieux n'est pas passivité, c'est stratégie. Rester dans un environnement toxique, en essayant de le changer avec des cris, est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Choisis de sortir de là et tu verras comment tu récupères de l'énergie, de la clarté mentale et même de la santé physique. Des études sur le stress chronique montrent que les environnements hostiles augmentent la pression artérielle, affectent le sommeil et affaiblissent le système immunitaire. T'éloigner n'est pas seulement un geste émotionnel, c'est une décision pour ton bien-être intégral. Mais s'éloigner n'est pas facile, parce que l'esprit s'attache, même à ce qui lui fait du mal. C'est là que le courage devient nécessaire. Le courage de décevoir les attentes, de supporter le jugement d'autrui, de porter le silence inconfortable de ceux qui ne comprennent pas ta décision. C'est là que la sagesse stoïcienne intervient. Tu ne cherches pas l'approbation externe pour justifier ce que tu sais être juste pour toi. La dignité personnelle ne se négocie pas et ne s'explique pas, elle se protège.
Un exemple de cette force silencieuse est de choisir de ne pas répondre au dernier message provocateur, de ne pas aller à l'endroit où tu sais qu'on va encore t'humilier, de ne pas participer à la conversation qui cherche seulement à te dégrader. Ces petits actes sont des graines de liberté. Ils te montrent que tu n'as pas besoin d'un affrontement pour revendiquer ton espace. Tu as juste besoin de la détermination de te retirer à temps. Éloigne-toi sans bruit, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui sait que sa valeur ne se discute pas et ne se mendie pas. Parfois, le pas le plus courageux que tu peux faire n'est ni en avant ni en arrière, mais à l'extérieur. Sortir de la tempête que d'autres provoquent et préserver le calme qu'ils ne pourront jamais avoir. C'est le genre de respect qui vient de l'intérieur et ne dépend pas des autres. 3. Utilise l'humiliation comme le feu qui forge ton caractère. L'humiliation a la capacité de briser celui qui ne sait pas quoi en faire, mais elle peut aussi forger celui qui apprend à résister à sa chaleur. Il ne s'agit pas de justifier les mauvais traitements, ni de glorifier la souffrance. Il s'agit de comprendre que chaque coup porté à l'ego est une opportunité pour renforcer quelque chose de plus profond que la fierté. Le caractère. Le stoïcisme enseigne que ce qui compte n'est pas ce qu'on te fait, mais ce que tu décides de construire avec. Un coup peut te plonger dans le ressentiment, ou peut te durcir comme l'acier qui se forge dans le feu. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque regard qui tente de te rabaisser est comme le coup de marteau qui donne forme à l'épée. La différence réside dans ta réponse. Si tu choisis de rester dans la douleur, la blessure s'infecte. Si tu choisis d'utiliser la douleur comme discipline, la blessure se referme et te laisse une cicatrice qui raconte ton histoire. Le véritable pouvoir de quelqu'un ne réside pas dans le fait de ne jamais avoir été humilié, mais dans le fait d'avoir traversé l'humiliation sans perdre le respect de soi. La plupart des gens répondent à l'humiliation par la colère ou le ressentiment, permettant ainsi à l'offenseur de garder le contrôle même après son départ. Le stoïcien prend le contrôle du récit. Il ne laisse pas l'agresseur définir la fin de l'histoire. Chaque fois que tu supportes le mépris, sans le transformer en poison pour toi, tu démontres que ta dignité ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est le genre de force qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui soutient tout le reste. Une des pratiques les plus puissantes est la réflexion immédiate. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment vrai dans ce qu'on m'a dit et qu'est-ce qui n'est que le reflet de leur propre amertume? Souvent, l'humiliation en dit plus sur l'autre que sur toi. Le stoïcisme conseille d'examiner les paroles, de séparer ce qui mérite attention de ce qui n'est que bruit. Si quelque chose de ce qu'on te dit est vrai, utilise-le pour te corriger. Si c'est faux, laisse-le se perdre dans l'air. De cette manière, ni la critique juste ni l'injuste ne te vainquent. Le processus de transformation de l'humiliation en caractère nécessite une discipline émotionnelle. La première réaction est souvent de vouloir se venger ou de prouver que l'autre avait tort. Mais souviens-toi, toute tentative de prouver ta valeur à celui qui cherche à te rabaisser est un piège. L'humiliation ne se combat pas sur le terrain de l'agresseur, mais sur le terrain de ta propre croissance. Demande-toi comment ce moment peut t'enseigner la résistance, la patience, la clarté sur ceux qui méritent ton énergie et ceux qui ne le méritent pas. Imagine quelqu'un qui a été méprisé toute sa vie à cause de ses origines modestes. Il a deux choix. Laisser les mots le définir comme inférieur ou les utiliser comme carburant pour prouver, non pas avec des mots, mais avec des résultats, qui il est vraiment. Les stoïciens ne répondaient pas aux moqueries par des lamentations, mais par des actes. Leur caractère devenait leur réponse silencieuse et souvent beaucoup plus dévastatrice pour ceux qui tentaient de les dégrader. Il est important de comprendre que forger le caractère ne signifie pas durcir le cœur jusqu'à devenir insensible. Cela signifie apprendre à résister à la douleur sans devenir amer, apprendre à traiter les blessures sans porter de rancune. Le feu qui forge peut aussi détruire, et c'est pourquoi il faut de l'autocontrôle, pour ne pas laisser l'humiliation te brûler de l'intérieur, mais pour qu'elle te façonne. L'humiliation ne définit pas ta valeur, elle définit ta capacité de réponse. Si tu choisis de transformer chaque coup en un pas vers ta force intérieure,
tu deviens indomptable, non pas parce que personne ne t'attaquera à nouveau, mais parce qu'aucune attaque ne réussit à te briser. 4. Contrôle ta langue pour ne pas tomber dans les provocations. Les mots ont le pouvoir de construire des empires ou de les détruire, et il n'y a pas d'arme plus tranchante qu'une langue déchaînée au milieu de la colère. Quand quelqu'un cherche à te manquer de respect, il le fait dans l'espoir de t'entraîner sur son terrain, que tu répondes avec la même agressivité, que tu perdes ton calme, que tu dises quelque chose qu'il utilisera ensuite contre toi. Tomber dans ce piège, c'est leur céder le pouvoir. Garder le contrôle de ce que tu dis, c'est garder le contrôle de la situation. Le stoïcisme enseigne que le silence est parfois plus éloquent que n'importe quelle réplique ingénieuse. Quand tu te tais face à une provocation, cela ne signifie pas que tu acceptes l'offense, ni que tu es faible. Cela signifie que tu rejettes l'invitation à un combat inutile. Chaque réponse impulsive est un cadeau que tu fais au provocateur. Tu lui confirmes qu'il a de l'influence sur toi. Pense aux disputes qui s'enveniment jusqu'à devenir absurdes. La plupart des conflits ne naissent pas de grandes injustices, mais de mots mal dits dans des moments de colère. Un commentaire sarcastique répond à un autre. Le ton monte, les cœurs battent plus vite. Et bientôt, la conversation cesse de traiter du problème initial pour devenir une compétition de qui blesse le plus l'autre. Contrôler sa langue, c'est interrompre ce cycle avant qu'il ne te consume. Le contrôle verbal implique aussi de choisir le bon moment pour parler. Il ne s'agit pas de toujours se taire, mais de parler seulement quand tes mots peuvent apporter quelque chose, pas quand ils ne sont qu'un écho de ta colère. Un conseil pratique est d'apprendre à faire une pause avant de répondre. Respire, compte jusqu'à 3, évalue si ce que tu vas dire améliore le silence. Souvent, le simple fait d'attendre quelques secondes évite que tu lances des mots que tu regretterais plus tard. Marc Aurèle avertissait que le véritable dommage n'est pas l'offense que tu reçois, mais la réponse que tu donnes sans réfléchir. Chaque insulte peut être comme une étincelle. Si tu ne réagis pas, elle s'éteint dans l'air. Mais si tu réponds avec plus de feu, tu crées un incendie qui peut détruire des relations, des réputations et surtout ta propre paix intérieure. La langue déchaînée est le pont qui relie l'insulte d'autrui à ton désastre intérieur. Un autre aspect crucial est de comprendre que le respect ne se gagne pas avec des menaces ni des cris. Beaucoup pensent que monter le ton est une preuve d'autorité, alors qu'en réalité, c'est un signe qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Le ton bas, les mots fermes et mesurés, ont souvent plus de poids que les cris qui cherchent à s'imposer. Le stoïcien impose le respect non par le volume, mais par la cohérence entre ce qu'il dit et comment il le dit. Mais chaque fois que l'ego dicte ce qui sort de ta bouche, tu perds la liberté d'agir avec sagesse. Le contrôle de soi verbal te permet d'agir à partir de la raison, pas de la blessure. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions. Ne pas répondre aux messages provocateurs dès que tu le reçois, ne pas répliquer à la moquerie du collègue de travail devant tout le monde. Ne pas réagir avec sarcasme quand tu sais que cela ne fera qu'aggraver la tension. Chaque fois que tu choisis le silence ou une réponse calme, tu remportes une bataille interne contre l'impulsion. Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Les mots que tu ne dis pas quand tu es en colère sont ceux que tu remercieras plus tard d'avoir gardés. Il n'y a pas de plus grande preuve de force que de répondre avec sérénité quand tout incite à exploser. Dans le silence mesuré et la parole précise réside la véritable autorité. 5. Fais en sorte que ta présence parle plus fort que tes mots. Il y a une force qui n'a pas besoin de cris ni de menaces. La présence. La façon dont tu entres dans un lieu, la manière dont tu te tiens debout, le calme dans ton regard, tout communique bien avant que tu n'ouvres la bouche. Le respect que tu cherches ne s'obtient pas toujours en discutant ou en réclamant. Bien souvent, il s'impose par la manière dont tu te conduis. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'autocontrôle et la cohérence, et tous deux se reflètent dans la présence silencieuse que tu projettes sur le monde. Pense à ces personnes qui, sans dire un mot, font baisser le ton de la voix des autres ou les font se comporter avec plus de soin. Ce n'est pas de la magie ni de l'intimidation forcée,
C'est le résultat d'avoir cultivé une autorité intérieure qui se perçoit au premier coup d'œil. On le remarque dans leur posture, dans leur sérénité, dans la façon dont ils ne cherchent pas l'approbation. Celui qui se respecte lui-même irradie une limite invisible que les autres ressentent sans avoir besoin d'explication. Ta présence se renforce lorsque tu cesses d'agir pour impressionner et que tu commences à agir à partir de ton authenticité. Les gens perçoivent la confiance authentique et détectent également l'insécurité déguisée. Il ne s'agit pas de paraître dur ni de durcir le visage pour paraître imposant. Il s'agit de marcher avec la conviction que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Cette tranquillité désarme ceux qui cherchent à te provoquer, car ils découvrent qu'ils ne peuvent pas perturber quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Le stoïcisme te rappelle que le corps est le reflet de l'esprit. Si ton esprit est dispersé, anxieux ou craintif, cela se verra dans ton langage corporel, épaules tombantes, regard fuyant, gestes nerveux. Au contraire, lorsque ton esprit est ferme et clair, ton corps s'aligne sur cette énergie. Ta posture est droite, tes mouvements sont mesurés, ton regard est direct mais non agressif. Fais un exercice. Entre dans une pièce sans rien dire et observe comment se sent ton énergie. Est-elle agitée, incertaine, défensive? Maintenant, imagine entrer avec la pensée ferme que tu n'as rien à prouver, que ta valeur ne dépend de la réaction de personne. Cette petite différence mentale transforme ta façon de te déplacer et par conséquent, la perception que les autres ont de toi. La présence commence parce que tu penses de toi-même. Une autre clé pour renforcer ta présence est la discipline émotionnelle. Les gens respectent ceux qui ne réagissent pas de manière exagérée face aux difficultés. Si tu perds facilement tes nerfs, tu perds ton autorité. En revanche, quelqu'un qui reste calme au milieu d'un problème irradie le contrôle et la sécurité. C'est pourquoi, chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver face à une provocation, tu ne te protèges pas seulement toi. Tu renforces aussi le message silencieux que personne ne peut t'entraîner dans le chaos. La présence se construit également par des actes cohérents. Il ne sert à rien de marcher avec assurance si tes actions contredisent ton image. La cohérence est la base du respect. Tenir ses promesses, ne pas parler pour ne rien dire, éviter de se plaindre constamment et traiter les autres avec fermeté et justice. Tout cela nourrit cette impression silencieuse que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un qui n'a pas besoin de justifier son autorité car il la démontre par des faits. Fais en sorte que ta présence parle avant toi. Car dans de nombreuses situations, le premier message que tu envoies ne sort pas de ta bouche, mais de ta posture, de ton énergie et de ton silence. Et celui qui entre dans un espace avec respect pour lui-même n'a pas besoin de l'exiger. Il l'inspire simplement. Et lorsque les autres perçoivent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser, ni par des mots, ni par des gestes, le respect émerge naturellement. 6. Arrête de chercher la justice chez ceux qui ne te la donneront jamais. L'un des pièges les plus cruels dans lesquels nous tombons est d'attendre la justice de ceux qui se nourrissent de l'injustice. Nous croyons que si nous leur expliquons suffisamment, si nous démontrons notre innocence, ou si nous insistons avec des arguments, un jour, ils reconnaîtront leur erreur et feront ce qui est juste. Mais demander justice à quelqu'un qui ne connaît pas le mot respect est comme demander de l'eau au feu. Non seulement il ne la donnera pas, mais il finira par te brûler davantage. Le stoïcisme avertit qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de l'attente que le monde agisse conformément à nos attentes. Ce qui nous fait mal n'est pas seulement l'insulte, mais le fait qu'il n'y ait pas de conséquences pour celui qui l'a fait. Ce qui nous blesse n'est pas seulement la trahison, mais l'idée que le traître continuera sa vie comme si de rien n'était. Ce sentiment d'injustice prolonge la blessure, car nous continuons à la revivre dans l'espoir qu'un jour quelqu'un la réparera. Le stoïcien comprend que le monde récompense rarement les justes et punit rarement les injustes de la manière que nous le souhaiterions, et que dépendre de cette illusion revient à confier ta paix à un destin incertain. Cesser de chercher la justice chez des personnes qui manquent d'intégrité est en réalité un acte de libération. Cela signifie accepter que tout le monde n'a pas la même conscience et que ce n'est pas ta tâche d'éduquer ceux qui choisissent de rester aveugles.
Ce n'est pas de la résignation ni de la défaite, c'est de la clarté. C'est comprendre que pendant que tu investis de l'énergie à attendre un geste qui ne viendra jamais, ils continuent leur vie sans le moindre remords. Te libérer de cette attente, c'est récupérer ton temps et ton énergie pour toi. Il y a des gens qui, quelle que soit l'épreuve que tu leur présentes, trouveront toujours un moyen de te blâmer ou de justifier leurs actions. Cela se produit parce que pour eux, le problème n'a jamais été la vérité, mais leur ego. Attendre qu'un ego gonflé s'humilie pour reconnaître une erreur, c'est attendre l'impossible. La philosophie stoïcienne enseigne à ne pas supplier la reconnaissance ni la réparation là où il n'y a pas de volonté de les donner. Le respect que tu te dois à toi-même comprend de savoir à qui tu accordes ton attention. Quand tu renonces à chercher la justice chez les injustes, cela ne signifie pas que tu acceptes leurs actes, ni que tu renonces à défendre ce qui est juste. Cela signifie que tu choisis les scénarios où ta voix a du poids et que tu arrêtes de crier dans des déserts où il n'y a pas d'écho. C'est comme arrêter de frapper à une porte fermée pour chercher une autre qui peut s'ouvrir. Cette décision évite non seulement des frustrations interminables, mais empêche aussi le ressentiment de s'emparer de ton caractère. Un exemple clair se trouve dans les discussions avec des personnes manipulatrices. Plus tu essaies de leur expliquer leur erreur, plus ils t'entraînent dans leur jeu. Ils ne cherchent pas à comprendre, seulement à t'épuiser. La stratégie stoïcienne est de lâcher le désir de convaincre et de concentrer l'énergie sur des actions concrètes, poser des limites, te retirer de la relation ou changer d'environnement au lieu de continuer à attendre un changement chez eux. Ne laisse pas leur aveuglement devenir la chaîne qui te maintient prisonnier du passé. Accepter cette vérité apporte la paix, car tu comprends que la justice la plus précieuse n'est pas celle que tu reçois des autres, mais celle que tu exerces sur toi-même. Vivre avec intégrité, agir selon tes principes et ne pas contaminer ton caractère avec de la haine envers ceux qui ont choisi de trahir leur propre humanité. Tu ne peux pas forcer le monde à te traiter bien, mais tu peux décider de ne pas te rabaisser au niveau de ceux qui ne savent pas le faire. Arrête de chercher la justice chez les injustes, non pas parce que tu renonces à tes droits, mais parce que tu choisis ta liberté plutôt que ton ressentiment. La vraie victoire est de ne pas permettre que leur manque de valeur détruise les tiennes. 7. Rompez avec les liens qui insistent pour vous dénigrer. Il y a des gens qui ne vous blessent pas par accident, mais par habitude. Ils ont pris l'habitude d'utiliser le sarcasme comme une arme déguisée en blague, de pointer vos erreurs pour se sentir supérieurs ou de vous rappeler vos échecs comme s'ils étaient leur passe-temps préféré. Peu importe combien vous essayez de leur expliquer comment ils vous font sentir, ils continueront à vous dénigrer parce que dans leur dynamique, vous êtes la cible parfaite pour leur ego. Rester près d'eux, c'est comme rester sous une pluie constante. Au début, vous ne le remarquez à peine, mais avec le temps, vous finissez trempé et froid. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler qui nous laissons entrer dans notre vie. Rester attaché à des liens qui insistent pour vous rabaisser, c'est comme porter des pierres dans vos poches pendant que vous essayez de nager. Tôt ou tard, ils vous feront couler. Couper ces liens n'est pas un acte de cruauté, mais de survie émotionnelle. Personne ne devrait rester dans un endroit où sa dignité est sacrifiée pour maintenir une paix apparente. Rompre des liens nuisibles exige du courage, car il s'agit souvent de personnes proches, des membres de la famille, des amis de longue date, des collègues de travail. Nous nous trompons en disant qu'un jour ils changeront, que les choses s'amélioreront si nous avons plus de patience ou si nous trouvons les mots justes. Mais la vérité est que si quelqu'un se sent à l'aise en vous dénigrant, il est peu probable qu'il se réveille de lui-même. L'acte de nous éloigner n'est pas seulement pour nous protéger. C'est aussi un message clair pour nous-mêmes. Je ne permettrai pas que ma valeur dépende de l'opinion de celui qui ne sait pas la voir. La première étape pour rompre avec ces liens est de reconnaître le schéma. Demandez-vous, est-ce que je me sens plus petit après chaque conversation avec cette personne? Est-ce que je sens que je dois constamment justifier ma valeur? Si les réponses sont oui, ce n'est pas un lien, c'est une chaîne. Et une chaîne ne se négocie pas, elle se brise.
Le stoïcisme rappelle que nous ne sommes pas obligés de rester dans des relations qui minent notre esprit. En fait, le faire est se trahir nous-mêmes. La rupture n'a pas toujours besoin d'être dramatique. Parfois, il suffit d'établir des limites claires, moins de contact, moins d'explications, moins de disponibilité émotionnelle. D'autres fois, il est nécessaire de couper complètement, sans discours ni confrontation longue, parce qu'il ne s'agit pas de les convaincre, mais de vous libérer. Il est possible qu'ils vous accusent d'exagération ou d'égoïsme, mais ces mots sont souvent le dernier recours de celui qui perd le contrôle qu'il avait sur vous. S'éloigner de ceux qui insistent pour vous dénigrer, c'est récupérer l'espace qu'ils occupaient dans votre esprit, un espace que vous pouvez maintenant remplir de respect de soi, de personnes qui vous inspirent et de paix. Le respect que les autres ne vous donnent pas commence à fleurir en vous lorsque vous arrêtez de donner votre temps et votre énergie à ceux qui ne l'ont jamais apprécié. N'ayez pas peur de lâcher les mains qui vous tirent vers le bas. Tous les liens ne méritent pas d'être sauvés, surtout ceux qui se nourrissent de vous faire sentir inférieur. Rompre avec eux n'est pas perdre, c'est récupérer ce que vous n'auriez jamais dû céder, votre dignité. 8. Agis fermement au lieu d'exiger du respect. Le respect véritable ne s'obtient pas en le suppliant ni en l'imposant avec des menaces. Il se gagne par la façon dont tu vis et par la clarté de tes limites. Beaucoup de personnes tombent dans le piège d'exiger le respect de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de le leur donner, s'épuisant dans des discussions inutiles. La paradoxe est que plus tu l'exiges avec des mots, moins tu le reçois. Le respect s'inspire, il ne se force pas. Le stoïcisme enseigne que notre plus grande influence n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. Si tu veux du respect, arrête de perdre du temps en sermons et commence à agir de manière à ce que personne ne doute de ta fermeté. Tes actions, ta cohérence et ton caractère envoient un message que les mots réussissent rarement à transmettre. Un geste sûr, une décision prise à temps, une limite qui reste ferme même sous la pression, tout cela a plus d'impact que n'importe quel discours enflammé. Pense à quelqu'un qui avertit toujours. Ne me parle pas comme ça, ou j'exige que tu me respectes, mais qui ne prend jamais d'action lorsque ses limites sont franchies. Ces paroles perdent du poids parce qu'elles ne sont pas soutenues par des actes. En revanche, celui qui se retire d'une situation humiliante sans élever la voix, celui qui met fin à une relation toxique sans drame, celui qui dit non et le maintient même si cela fait mal, démontre par ses actes que son respect de soi n'est pas à vendre. Cette fermeté silencieuse a un pouvoir que les plaintes n'auront jamais. Agir avec fermeté ne signifie pas être inflexible ou agressif. Cela signifie que tes décisions ne dépendent pas de l'humeur du moment ni de l'approbation des autres. La fermeté naît de te connaître, de savoir ce que tu n'es pas prêt à tolérer et d'agir en conséquence sans hésitation. Cela implique également d'être juste. Tu n'exiges pas le respect si tu n'es pas prêt à l'offrir, car le respect imposé perd sa valeur lorsqu'il n'est pas mutuel. Le stoïcisme nous rappelle que des limites claires protègent plus que toute confrontation. Souvent, le simple fait de les établir et de les respecter suffit pour que les autres comprennent qu'ils ne peuvent pas abuser de ta patience. La fermeté n'est pas théâtrale, elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à marquer un territoire émotionnel afin que tout le monde n'ait pas accès à ta paix intérieure. Une pratique stoïcienne pour renforcer cette fermeté est le détachement de l'approbation. Lorsque tu cesses d'agir pour plaire aux autres, il te devient plus facile de maintenir un non lorsque c'est nécessaire. Une autre pratique est la réflexion quotidienne. Demande-toi chaque soir si tes actions de la journée ont défendu ta dignité ou si tu as cédé à la pression. Cette auto-évaluation constante te permet d'ajuster ton comportement jusqu'à ce que ta vie elle-même inspire le respect. Le véritable pouvoir d'agir avec fermeté réside dans le fait que tu n'as pas besoin de te justifier. Celui qui vit selon ses principes ne cherche pas d'explications interminables pour être compris. Il sait que le respect se perçoit dans ses actes. C'est pourquoi les leaders les plus admirés ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui maintiennent le cap lorsque les autres hésitent, ceux qui soutiennent leurs décisions même lorsqu'ils font face à des critiques.
Arrête d'exiger du respect avec des mots qui s'épuisent dans l'air et commence à le construire avec des actions qui laissent une trace. La fermeté n'a pas besoin de spectateurs ni d'applaudissements, car sa force provient de la cohérence interne. Chaque fois que tu agis conformément à tes valeurs, tu renforces un message silencieux. Avec moi, on ne joue pas. Et c'est ce genre de respect qui ne dépend pas des autres, mais de l'intégrité avec laquelle tu décides de vivre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vraie classe ne réside pas dans les vêtements que tu portes, ni dans la voiture que tu conduis, ni dans la quantité d'argent que tu as dans ta poche. Elle se trouve dans ta façon de parler, de marcher et dans le calme que tu conserves même lorsque tout autour de toi s'effondre. La plupart des gens pensent que l'élégance consiste à montrer, mais la véritable élégance réside dans le fait de savoir quand se taire, de choisir le mot juste et de se mouvoir avec assurance sans avoir besoin de se vanter. Aujourd'hui, nous vivons entourés de personnes désespérées d'impressionner, de crier leur réussite et d'exiger de l'attention. Mais rien de tout cela n'a de véritable poids. La personne véritablement élégante ne rivalise pas pour le regard d'autrui. Elle se base sur son caractère et sa cohérence. Sa présence n'a pas besoin d'ornement car elle communique déjà le respect, l'autorité et la tranquillité. Cette vidéo n'est pas destinée à ceux qui cherchent l'approbation externe, mais à ceux qui veulent construire un caractère qui inspire sans un seul mot de trop. Nous parlerons des signes qui révèlent cette classe, qui ne se feint ni ne s'improvise, mais qui naît de la discipline, de l'autocontrôle et de l'authenticité. Parce que dans un monde plein d'apparences vides, la véritable élégance appartient à celui qui n'a pas besoin de prétendre à quoi que ce soit. 1. Parle peu, impacte plus. Le pouvoir des mots ne réside pas dans le nombre que tu utilises, mais dans ce qu'ils provoquent quand tu les prononces. Un commentaire bref, direct et chargé de sens peut abattre des défenses et laisser une trace beaucoup plus profonde qu'un discours interminable. Une personne de véritable classe ne ressent pas le besoin de combler le silence. Au contraire, elle le respecte, l'habite et l'utilise à son avantage. Chaque mot qu'elle prononce a un poids que l'on ressent, car elle ne parle pas pour impressionner, mais pour apporter. Dans la société actuelle, il semble que celui qui parle le plus est celui qui domine le plus. Mais la réalité est autre. Ceux qui parlent sans mesure finissent par épuiser leur crédibilité. Les gens qui laissent vraiment une trace sont ceux qui choisissent quand et comment ouvrir la bouche. C'est la voix qui brise le bruit, pas celle qui le nourrit. Le stoïcisme enseigne que contrôler sa langue est une façon de maîtriser son esprit. Épictète l'a dit clairement, nous ne pouvons rien apprendre pendant que nous parlons. Une personne élégante le sait. Avant de donner son avis, elle écoute et quand elle parle, elle le fait avec la certitude que ses paroles ne seront pas vides. Parler peu n'est pas être timide ou réservé par faiblesse, c'est choisir de ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite pas d'attention. C'est apprendre à laisser les autres se perdre dans des discussions inutiles pendant que tu conserves ton calme. Un exemple quotidien. Lors d'une réunion de travail, alors que certains s'interrompent, criant et répètent la même chose pour prouver qu'ils ont raison. Celui qui reste silencieux, observant et analysant, est souvent celui qui finit par dire la phrase qui résout le problème. C'est la différence entre le bruit et l'impact. La personne de véritable classe sait qu'elle n'a pas à prouver quoi que ce soit avec des mots. Elle ne cherche pas à avoir toujours le dernier mot, ni à remplir les espaces avec des opinions hâtives. Ses phrases sont claires, sans fioritures inutiles, et c'est précisément pour cette raison qu'elles inspirent le respect. Et quand elle garde le silence, elle ne semble pas faible, elle semble maître d'elle-même. Le silence est une arme puissante car il met mal à l'aise les personnes insécurisées. Celui qui ne supporte pas le silence a tendance à trop parler pour le combler, révélant ainsi son anxiété. En revanche,
Celui qui se sent à l'aise en se taisant montre sa force. Lorsque tu décides de te taire, tu démontres ton contrôle sur toi-même et tu fais en sorte que les autres prêtent plus d'attention à ce que tu diras ensuite. Mettre en pratique cette leçon dans la vie quotidienne nécessite de la discipline. Commence par t'arrêter avant de répondre, même si ce n'est que pour 2 secondes. Demande-toi si ce que tu vas dire est nécessaire, si cela apporte quelque chose de réel, ou si tu cherches simplement à impressionner ou à te défendre par impulsion. Apprends à lâcher prise sur le besoin d'expliquer tout ou de justifier chaque action. Avec le temps, tu remarqueras que les autres t'écoutent avec plus d'attention parce que tes paroles sont devenues rares et précieuses. Un esprit stoïcien ne gaspille pas de mots, tout comme il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Parler peu, c'est faire comprendre que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu le démontres déjà par ta présence et tes actions. Il n'y a rien de plus élégant que quelqu'un qui ne parle que lorsqu'il a quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. Celui qui maîtrise l'art de dire peu et avec intention fait en sorte que sa voix ait plus de poids que le bruit des autres. Dans un monde obsédé par l'excès, se taire devient un acte de rébellion, et chaque mot bien utilisé, une marque qui reste bien après avoir été prononcée. 2. Ta posture est ta carte de visite. Avant même que tu ouvres la bouche, ton corps a déjà parlé pour toi. La façon dont tu te tiens, comment tu bouges les épaules, si tu maintiens un regard ferme ou si tu le baisses vers le sol, tout cela transmet un message plus fort que n'importe quelle phrase. Une personne avec une véritable classe n'a pas besoin d'annoncer sa confiance en elle. Elle se perçoit dans sa posture. Elle marche droite, la tête haute, non par arrogance, mais par respect pour elle-même. Nous vivons à une époque où les apparences superficielles sont exagérées, mais peu comprennent que la première impression ne dépend pas de la tenue ou de la coiffure, mais de la façon dont ton corps se présente au monde. Un dos droit, des épaules détendues mais fermes, des mouvements calmes et précis révèlent le contrôle, la confiance et la maîtrise de soi. Au contraire, se voûter, regarder le sol ou croiser les bras de manière défensive communique l'insécurité même si tu ne dis pas un seul mot. Le stoïcisme enseigne que le corps est le reflet de l'esprit. Si ton intérieur est désordonné, ta posture le trahit. Si tu as travaillé sur ton calme et ton autocontrôle, cela se voit dans la façon dont tu te déplaces. Marc Aurèle disait que nous devons rester droits à l'intérieur comme à l'extérieur, car notre posture influence non seulement la façon dont les autres nous voient, mais aussi la façon dont nous nous sentons. La science le confirme. Se tenir droit et ouvrir la poitrine peut réduire la sensation de stress et augmenter la confiance en quelques minutes. Une posture solide est un rappel constant que tu es présent et conscient. Par exemple, entrer dans une salle avec le dos droit, le regard calme et les mouvements lents fait que les autres perçoivent l'autorité même avant de t'entendre parler. Ce n'est pas un acte de vanité, mais de respect pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi. La plupart des gens marchent avec le cou incliné vers le téléphone, les épaules tombantes, pressés, presque recroquevillés sous le poids invisible des soucis. Cette image communique la reddition avant même de commencer la journée. Changer ta posture ne résoudra pas tous les problèmes, mais ce sera le premier pas pour les affronter avec plus de détermination. Pratiquer cette leçon est simple, bien qu'elle demande de la constance. Chaque fois que tu remarques que tu te voûtes ou que tu croises les bras par habitude, corrige ta position. Garde les pieds fermement sur le sol, les épaules ouvertes, le menton parallèle au sol. Ne force pas jusqu'à paraître rigide. Cherche à transmettre la sérénité et le contrôle. Si tu es assis, évite de t'affaisser sur la chaise. Soutiens ton dos et garde le torse droit. Ces gestes subtils, répétés chaque jour, transforment la façon dont les autres te perçoivent et la façon dont tu te vois toi-même. La véritable élégance ne se limite pas aux vêtements, mais repose sur la façon dont tu habites ton corps. Un costume coûteux perd son impact si tu le portes avec le dos voûté et les bras pendus sans vie. En revanche, un vêtement simple peut sembler majestueux lorsque celui qui le porte a une posture ferme et sereine. Ta posture est ta carte de visite silencieuse. Elle parle avant toi, plus fort que tes mots et plus vite que ta réputation.
Dans un monde où beaucoup cherchent à s'imposer en criant, la classe authentique se reconnaît à celui qui, par son simple port, fait que les autres le remarquent, sans effort ni ostentation. 3. Habillez-vous avec intention, non pour impressionner. Les vêtements ne définissent pas votre valeur, mais ils reflètent votre mentalité. S'habiller avec intention signifie que la façon dont vous vous présentez au monde est cohérente avec qui vous êtes et ce que vous valorisez, pas avec ce que les autres attendent de vous. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de dépenser des fortunes en marque, mais de choisir chaque vêtement avec un but montrant du respect pour vous-même et pour les autres. L'erreur la plus courante est de s'habiller pour impressionner les autres. Cette quête d'approbation conduit à des exagérations, à porter des vêtements inconfortables, des couleurs qui ne représentent pas votre essence ou des styles qui ne reflètent pas votre caractère. Celui qui tombe dans ce piège finit par se déguiser, essayant de projeter quelque chose qu'il ne ressent pas. La véritable élégance stoïcienne ne cherche pas à éblouir, elle cherche à être honnête. Le stoïcisme enseigne à vivre avec modération et cohérence, et cette philosophie s'exprime aussi dans la façon de s'habiller. Une tenue simple, propre et bien entretenue communique l'ordre et le respect de soi. Une personne de classe ne s'habille pas pour démontrer son statut. Elle s'habille pour refléter l'équilibre. Pensez à quelqu'un qui entre dans une pièce avec des vêtements neutres, sans logo visible ni accessoires extravagants, mais avec des vêtements qui lui vont bien, qui sont soignés et bien assortis. Cette personne se démarque non pas parce que ses vêtements brillent, mais parce qu'elle transmet une harmonie entre son intérieur et son extérieur. C'est la force de s'habiller avec intention. Votre présence parle avant les tissus. Dans un monde où beaucoup confondent l'élégance avec l'ostentation, s'habiller avec intention est un acte de rébellion silencieuse. C'est choisir la qualité sur la quantité, la sobriété sur l'exagération et le respect de soi sur l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de remplir votre placard avec des dizaines de vêtements pour avoir du style. Quelques pièces intemporelles, bien choisies, qui vous font vous sentir à l'aise et en sécurité suffisent. Épictète disait que la vraie richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de choses, mais à en avoir peu besoin. Ce principe libère de la pression sociale de poursuivre les tendances et démontre que le bon goût n'est pas dans le prix, mais dans le critère. S'habiller avec intention signifie investir dans des vêtements qui durent, qui ne dépendent pas de la mode du moment et qui peuvent vous accompagner à différentes étapes de la vie. Pour pratiquer cette leçon, commencez par revoir votre garde-robe. Éliminez ce que vous n'utilisez plus ou ce qui ne représente pas qui vous êtes aujourd'hui. Préférez des vêtements aux coupes simples, aux couleurs neutres et aux matériaux de qualité qui s'adaptent à différentes occasions. Apprenez à garder vos vêtements propres, repassés et bien entretenus. Une tenue simple mais bien conservée transmet plus de classe que n'importe quel vêtement coûteux négligé. S'habiller avec intention est aussi un rappel du respect pour le contexte. Les vêtements pour le travail, pour le repos ou pour un événement spécial ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas de toujours s'habiller de manière formelle, mais de comprendre que votre tenue communique votre considération pour le lieu où vous vous rendez et pour les personnes que vous rencontrez. Un point clé est de comprendre que la tenue influence votre propre état mental. Lorsque vous choisissez bien ce que vous portez, vous ne projetez pas seulement de l'élégance, mais vous vous sentez aussi plus préparé, plus ferme et plus conscient de votre environnement. Un extérieur ordonné reflète un intérieur discipliné et vice-versa. L'élégance authentique ne crie pas, elle murmure. Elle n'a pas besoin d'ornements inutiles pour être remarquée. S'habiller avec intention, c'est déclarer au monde que vous n'avez pas besoin d'impressionner personne parce que vous êtes déjà en paix avec vous-même. 4. Garde ton calme quand tout brûle. L'élégance ne se prouve pas lors des fêtes ou dans les moments confortables, elle se révèle au milieu du chaos. Quand tout autour de toi semble s'effondrer, quand les autres crient, accusent et perdent le contrôle, la personne véritablement élégante reste sereine. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ne se permet pas de réagir comme les autres. Son calme est son armure.
Le monde est plein de gens qui se vantent de leur force, mais qui s'effondrent à la première difficulté. Garder son calme quand tout brûle n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. C'est l'art de te gouverner toi-même, alors que tout autour perd le cap. Le stoïcisme l'a enseigné depuis des siècles. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Épictète l'a résumé en une phrase qui vaut de l'or. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Pense à la différence entre deux personnes en crise. L'une perd son sang-froid, elle crie, accuse, prend des décisions impulsives qui aggravent les choses. L'autre respire, observe la situation avec froideur et agit avec précision. Qui suivrais-tu? La sérénité, dans les moments de chaos, ne te protège pas seulement. Elle inspire confiance à ceux qui t'entourent. C'est la classe que l'on ne peut pas falsifier. L'autocontrôle est un langage silencieux que tout le monde comprend. Si tu réagis avec colère ou désespoir, tu perds ton autorité, même si tes paroles sont correctes. Mais quand tu restes ferme, même tes silences pèsent. La véritable classe ne cherche pas à démontrer sa puissance par le volume ou par les menaces. Elle le démontre en ne se laissant pas entraîner par le désordre émotionnel des autres. Garder son calme ne signifie pas réprimer tout ce que tu ressens. Cela signifie traiter l'émotion avant d'agir. Par exemple, dans une discussion animée, la plupart des gens élèvent la voix pour s'imposer. Une personne avec une élégance stoïque ralentit le rythme, regarde dans les yeux et répond avec peu de mots, mais avec fermeté. Ce contraste désarme quiconque se nourrit du conflit. Pratiquer cette leçon nécessite un entraînement quotidien. Commence par les petites choses, le trafic, les contretemps au travail, les commentaires offensants sur les réseaux sociaux. Chaque fois que tu ressens l'envie de réagir immédiatement, arrête-toi. Respire profondément avant de répondre, observe le moment avec une certaine distance et demande-toi si ta réaction changera quelque chose ou ne fera qu'alimenter le problème. Les stoïciens recommandaient de visualiser les pires scénarios non pas pour souffrir, mais pour se préparer mentalement. Ainsi, lorsque l'adversité réelle arrive, elle ne te prend plus par surprise. Garder son calme est plus facile lorsque tu acceptes que la vie n'est pas sous ton contrôle et que le chaos est inévitable. Ton pouvoir réside dans ta réponse, pas dans la tentative désespérée de contrôler l'extérieur. Une personne véritablement élégante ne perd pas sa dignité au milieu de la tempête. Son sang-froid devient un phare pour les autres. Quand les autres paniquent, elle pense clairement et agit avec sagesse. Dans un monde où beaucoup se laissent consumer par les émotions, tu te distingueras non pas par ce que tu dis, mais par la sérénité avec laquelle tu affrontes l'inévitable. Garder son calme quand tout brûle est la preuve la plus claire que tu as travaillé sur toi-même. C'est le signe que ta force n'est pas un spectacle, mais une conviction. Et c'est là que réside la véritable classe. Savoir que quoi qu'il arrive, personne ni rien n'a le pouvoir de te voler ta paix intérieure. 5. Respecte le temps comme un trésor. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et pourtant, c'est celle qui est la plus gaspillée. Il ne se récupère pas, ne s'achète pas et ne s'arrête pas. Celui qui comprend cela et agit en conséquence possède déjà une élégance que peu de gens atteignent. Respecter le temps, c'est se respecter soi-même et respecter les autres. Il n'y a rien de plus impoli ni de plus révélateur d'un esprit désordonné que celui qui arrive en retard, qui reporte ce qui est important ou qui exige la patience des autres à cause de son propre manque de discipline. Une personne vraiment élégante ne joue jamais avec le temps, ni le sien ni celui des autres. Si elle promet d'être à un endroit à une certaine heure, elle arrive en avance. Si elle a un engagement, elle le respecte. Ce n'est pas par rigidité, c'est parce qu'elle comprend que le temps des autres est aussi précieux que le sien. Dans une société habituée aux excuses, la ponctualité et la gestion consciente du temps sont devenues un signe de respect et de maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Marc Aurèle rappelait que ce n'est pas le temps des autres que l'on perd, mais le sien lorsque nous le gaspillons en distraction. Cette phrase renferme une vérité inconfortable. Chaque minute que tu passes sur des choses sans importance ne fait pas que s'envoler.
Elle emporte avec elle des opportunités, des relations et du bien-être qui auraient pu changer ta vie. Observe ta routine. Combien de temps consacres-tu à des choses qui ne t'apportent rien? Des heures interminables devant un écran, des conversations vides, attendre des personnes qui ne valorisent pas ton effort, retarder des décisions que tu sais que tu dois prendre. Tout cela est une fuite silencieuse de vie. La personne élégante ne se laisse pas entraîner par cette habitude. Elle sait organiser ses priorités, rejeter ce qui ne lui sert pas et consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Le respect du temps se reflète dans des détails simples. Ne pas faire attendre les autres, ne pas prolonger des réunions inutiles, ne pas promettre ce que tu ne peux pas tenir. Ces gestes, bien qu'ils semblent petits, construisent la confiance et projettent la discipline. Une personne qui gère son temps avec précision inspire la confiance. Tu sais qu'elle tiendra ses promesses parce que sa vie ne se déroule pas au gré des caprices, mais avec intention. Pour mettre en pratique cette leçon, il faut prendre des décisions fermes. Commence par éliminer les engagements qui ne t'apportent rien et qui ne font que drainer ton énergie. Établis des limites claires pour les distractions et apprends à dire non lorsque quelque chose menace de te voler des heures qui ne reviendront jamais. Chaque fois que tu dis oui à ce qui n'est pas important, tu dis non à ce qui pourrait vraiment changer ta vie. Une autre pratique essentielle est de planifier ta journée avec des objectifs clairs et réalistes. Il ne s'agit pas de remplir ton agenda jusqu'à ne plus avoir une minute à toi, mais de t'assurer que chaque bloc de temps est consacré à quelque chose qui contribue à ta croissance ou à ton bien-être. Rappelle-toi que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Apprends à distinguer et à prioriser. Une personne vraiment élégante ne mesure pas sa valeur par ce qu'elle possède, mais par la façon dont elle utilise son temps. Son élégance se perçoit dans la ponctualité avec laquelle elle arrive, dans le respect avec lequel elle termine à l'heure, dans la façon dont elle consacre une attention pleine et entière à chaque rencontre. Alors que d'autres perdent leur journée à courir d'un endroit à l'autre, sans but, celui qui respecte le temps marche avec sérénité parce qu'il sait où il va. Dans un monde où la majorité gaspille les heures comme si elles étaient infinies, apprendre à valoriser le temps est un acte de rébellion silencieuse. C'est choisir consciemment où tu mets ta vie, parce que chaque minute qui passe ne revient jamais. 6. Fais du silence ton plus grand allié. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans un monde qui ne cesse de parler, qui récompense le bruit et glorifie les opinions rapides, celui qui sait se taire a un avantage immense. Il ne s'agit pas de réprimer ta voix, mais d'apprendre à l'utiliser avec stratégie. Celui qui maîtrise le silence n'est ni faible ni soumis, c'est quelqu'un qui sait que tout ne mérite pas une réponse et que tout le monde ne mérite pas une explication. La véritable élégance n'a pas besoin de bruit pour être remarquée. Pense aux personnes qui, sans élever la voix, parviennent à se faire entendre par tout le monde lorsqu'elles parlent. Ce n'est pas de la magie, c'est que leur silence a créé de l'attente et leurs paroles, bien que rares, sont devenues précieuses. Parler moins fait que chaque phrase a du poids, tandis que parler trop affaiblit l'autorité de ce que tu dis. Le stoïcisme a toujours défendu le contrôle de la langue. Sénèque avertissait que la parole imprudente est comme une flèche lancée, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Le silence, en revanche, te donne le temps d'observer, de mesurer le terrain et de choisir s'il vaut mieux répondre ou laisser le vide parler pour toi. Souvent, ce que tu ne dis pas révèle plus de maturité que n'importe quel argument. Le silence est aussi une barrière contre le chaos. Dans les conflits, celui qui se tait en premier est souvent celui qui voit le plus clair. Non pas parce qu'il n'a pas d'émotion, mais parce qu'il ne se permet pas d'alimenter le feu de la discussion. Lorsque tu décides de ne pas réagir immédiatement, tu forces les autres à faire face à leurs propres paroles. Et peu de choses mettent autant mal à l'aise les insécurisés que le fait que leur provocation se heurte à ton calme. Fais du silence un refuge pour toi. Et avant de répondre à un message qui te met en colère, prends quelques minutes. Avant de répliquer au milieu d'une discussion, respire et garde le silence. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit chaque fois que quelqu'un te défie. Ce self-control ne préserve pas seulement ta paix intérieure, il transmet aussi de la fermeté et de l'autorité.
Dans la vie quotidienne, le silence stratégique peut ouvrir plus de portes que l'insistance. Par exemple, au travail, lorsque tu présentes une idée et que tu te tais ensuite, tu forces les autres à réfléchir. Si tu continues à parler sans arrêt, tu dilues l'impact de tes propres paroles. Il en va de même dans les relations personnelles. N'explique pas trop, ne justifie pas chaque décision. Ne laisse pas les autres manipuler ton besoin d'être compris. Une personne de classe sait que tout ne doit pas être partagé. Elle n'annonce pas chaque plan, ne révèle pas chaque pensée et n'exhibe pas chaque réussite. Elle garde pour elle ce qui est encore en cours, parce qu'elle comprend que les choses grandissent mieux dans le silence. Cette discrétion génère du respect et même un air de mystère qui fait que les autres veulent prêter plus d'attention. Pratiquer le silence ne signifie pas devenir distant ou inaccessible. Cela signifie choisir avec soin quand tu parles, à qui tu partages ta vérité et ce que tu décides de garder pour toi. Commence par observer combien de fois tu parles par habitude, par malaise, avec le silence ou par le besoin de remplir l'espace. Ensuite, réduis ce qui est inutile et conserve seulement ce qui est essentiel. Dans un monde qui craint le silence, celui qui apprend à l'utiliser devient magnétique. Sa présence impose le respect parce qu'elle ne se gaspille pas à chercher de l'attention. Son élégance n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans la tranquillité qu'elle transmet en n'éprouvant pas le besoin de tout dire. Fais du silence ton plus grand allié, et tu découvriras que, souvent, le véritable pouvoir n'est pas dans les mots, mais dans la maîtrise de quand les taire. 7. Remercie sans te vanter. La gratitude est l'une des marques les plus claires de véritable classe. Il ne s'agit pas de doux mots pour les apparences ou de publications remplies de phrases motivantes sur les réseaux sociaux. La gratitude authentique se voit dans la façon dont tu traites les personnes qui t'aident, comment tu reconnais l'effort des autres sans le montrer, et dans ta capacité à apprécier ce que tu as déjà, sans avoir besoin de le transformer en spectacle. Nous vivons à une époque où remercier est confondu avec se vanter. Il y a ceux qui enregistrent chaque geste de générosité, qui mettent sur Internet le moindre acte de bonté en attendant des éloges. Mais ce type de gratitude n'est qu'une fin d'approbation. Remercier sans se vanter signifie reconnaître la valeur des choses et des personnes sans en faire un acte pour les caméras ou pour nourrir l'ego. Une personne avec une véritable classe est discrète avec sa gratitude. Elle n'oublie pas celui qui l'a soutenue en silence et n'a pas besoin de le rendre public pour montrer qu'elle apprécie les autres. Elle remercie par des actes et avec respect, pas avec des mots vides. Quand elle reçoit de l'aide, elle le reconnaît avec humilité. Et quand elle réussit quelque chose, elle n'oublie pas de mentionner ceux qui lui ont tendu la main. Cela génère du respect, car cela montre qu'elle ne voit pas les autres comme des marches pour grimper, mais comme des personnes ayant une valeur authentique. Le stoïcisme enseigne qu'une partie de la sagesse réside dans l'appréciation de ce que tu possèdes déjà, plutôt que de te plaindre de ce qui manque. Marc Aurèle écrivait que chaque aube est un cadeau, parce qu'elle t'offre l'opportunité d'agir avec vertu et de t'améliorer en tant que personne. Cette approche t'empêche de tomber dans l'insatisfaction constante, car celui qui est reconnaissant pour ce qu'il a ne se perd pas toujours à désirer ce qui est hors de sa portée. Remercier sans se vanter est aussi un antidote contre l'arrogance. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les bonnes choses qui arrivent dans ta vie, mais de garder les pieds sur terre, même lorsque tu accomplis de grandes choses. Par exemple, un leader élégant reconnaît publiquement les mérites de son équipe au lieu de s'approprier le succès. Un ami reconnaissant n'oublie pas les petits gestes de soutien qu'il a reçus dans les moments difficiles. Ces attitudes construisent des relations solides et démontrent que la gratitude n'est pas un joli mot, mais une pratique quotidienne. Dans la vie de tous les jours, la gratitude authentique se reflète dans les gestes simples. Remercier sincèrement le serveur qui sert ton repas, apprécier l'effort invisible de ceux qui facilitent ton travail, reconnaître les moments de tranquillité que la journée t'offre. Il ne s'agit pas de le montrer, mais de le vivre. Ce type de gratitude silencieuse transforme la façon dont tu te relates au monde, car elle montre clairement que tu ne prends rien pour acquis. Pratiquer cette leçon nécessite un changement de mentalité.
Commence par noter chaque soir 3 choses que tu remercies de ta journée, non pas pour les montrer aux autres, mais pour te rappeler que ta vie est déjà pleine de choses précieuses. Apprends à exprimer ta gratitude directement, avec des mots simples et authentiques, en regardant la personne dans les yeux. Évite également d'utiliser la gratitude comme monnaie d'échange ou comme outil pour obtenir quelque chose en retour. La véritable élégance n'a pas besoin d'annoncer combien elle est reconnaissante. Cela se voit dans son attitude quotidienne, dans la façon dont elle traite les autres avec respect et considération. Alors que beaucoup partagent le moindre succès à la recherche d'approbation, celui qui remercie sans se vanter transmet une maturité différente. Il vit en paix avec ce qu'il a et reconnaît la valeur de ce qu'il reçoit sans le faire. 8. Que tes actes parlent pour toi. La vraie classe n'a pas besoin de discours interminables ni de promesses grandioses. Elle se reconnaît dans les actes. Dans un monde où n'importe qui peut prétendre avec des mots, la vraie valeur réside dans la démonstration par l'action. Il n'y a rien de plus convaincant que quelqu'un qui, sans fanfaronnade ni justification, laisse son comportement être la preuve de son caractère. Aujourd'hui, nous sommes entourés de gens qui promettent des changements, qui se vantent de leurs vertus et qui exigent le respect rien qu'en en parlant, mais qui rarement le soutiennent par des actes. La personne avec une élégance stoïque ne rentre pas dans cette compétition vide. Elle ne perd pas son temps à se justifier ou à expliquer ses intentions. Elle agit et c'est cette cohérence qui lui donne de l'autorité. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que les autres pensent de nous, mais vivre de telle manière que nos actions parlent d'elles-mêmes. C'est l'essence de l'élégance, lorsque ta réputation ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais tous les jours. Une personne qui laisse ses actes parler pour elle devient imprévisible pour ceux qui ne font que feindre. Par exemple, quelqu'un qui aide sans l'annoncer inspire plus confiance que celui qui publie chaque geste de générosité, ou celui qui tient sa parole en silence sans avoir besoin de rappeler au monde combien il est fiable. Ces comportements transmettent l'intégrité et le respect, des qualités qui ne peuvent être achetées ni imitées par des apparences. Si tu promets d'arriver tôt, tu arrives. Si tu dis que tu rendras un service, tu le fais sans excuse. Si tu commets une erreur, tu la reconnais et tu la corriges sans longue défense. Cette cohérence constante génère du respect, parce que les gens savent qu'ils peuvent compter sur ce que tu fais, pas seulement sur ce que tu dis. Une des raisons pour lesquelles cela reflète l'élégance est parce que cela démontre l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres avec des mots, ni d'attirer l'attention sur tes réussites. Celui qui a confiance en ses actions ne cherche pas la validation externe. Il sait que le temps finira par révéler la vérité. Cela projette la sécurité, la maturité et un type d'autorité silencieuse qui s'impose sans effort. Pratiquer cette leçon nécessite une discipline quotidienne. Commence par parler moins de tes plans et consacre plus d'énergie à les réaliser. Laisse les résultats arriver avant les annonces. Apprends aussi à ne pas promettre ce que tu n'es pas prêt à accomplir. Mieux vaut surprendre par des actes que décevoir par des paroles. Une personne de vraie classe sait qu'elle n'a pas besoin de justifier chaque décision devant les autres. Ces actes, avec le temps, construisent une réputation solide. Cette façon de vivre ne génère pas seulement de l'admiration, elle te libère aussi de l'épuisement de devoir constamment convaincre les autres. La cohérence entre ce que tu penses, dis et fais est la base de la confiance. Cela signifie comprendre que la véritable influence ne naît pas de ce que tu promets, mais de ce que tu construis jour après jour, même lorsque personne ne te regarde. Les gens détectent rapidement l'authenticité. Et c'est pourquoi ceux qui agissent avec cohérence gagnent souvent le respect sans avoir à le demander. De plus, vivre de cette façon te libère de la pression constante d'impressionner. Tu ne t'épuises plus à justifier chaque pas ou à chercher l'approbation des autres. Tu avances simplement avec détermination et laisses les résultats être la meilleure preuve de ton caractère. Dans un environnement où le bruit abonde, être cohérent en silence est une déclaration puissante. Tu ne cherches pas l'attention, tu cherches un impact réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le respect se perd d'abord dans les mots. Pas dans les erreurs, pas dans les faux pas, mais dans ce que tu laisses échapper de ta bouche sans y penser. La façon dont tu parles révèle ton caractère avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Tu peux t'habiller avec élégance, afficher de la confiance ou avoir des réalisations à montrer, mais si ton langage sonne faible, tout cela s'effondre. Il y a des phrases qui semblent inoffensives, mais qui sont un poison lent. Je suis désolé quand il n'y a rien à regretter, peut-être quand en réalité tu connais la réponse. Je ne peux pas quand tu n'as même pas essayé. Chaque fois que tu les utilises, tu cèdes un peu d'autorité, et tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce qu'un jour, tu découvres que personne ne te prend au sérieux. Les stoïciens le savaient, maîtriser la langue, c'est maîtriser le caractère. Sénèque disait que les mots sont la mesure de l'esprit. Tu n'as pas besoin de crier pour que ta voix ait du poids. Tu as besoin de précision, de pause et de fermeté. Les gens ne respectent pas celui qui parle le plus, ils respectent celui qui parle avec intention. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu sonnes aimable, ni à ce que tu évites de déranger les autres. Elle cherche à ce que tu arrêtes de te saboter avec ton propre langage. Si tu veux qu'on t'écoute, tu dois d'abord arrêter de parler comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Ici, tu apprendras à identifier les mots qui érodent ta présence et à les remplacer par un langage ferme, conscient et discipliné. Parce que chaque phrase que tu prononces peut t'ouvrir des portes ou te les fermer au visage. À partir d'aujourd'hui, tu vas découvrir que le véritable respect ne se mendie pas. Il se projette très clairement. T'es le « je suis désolé » qui te rend invisible. Il y a des gens qui passent leur vie à s'excuser d'exister. Chaque phrase qu'ils prononcent commence par un « je suis désolé », même s'ils n'ont rien fait de mal. C'est presque automatique. Je suis désolé d'interrompre. Je suis désolé de demander. Je suis désolé de déranger. Sans s'en rendre compte, chaque excuse inutile leur arrache un morceau de présence et dit aux autres « je ne mérite pas d'occuper de l'espace ». C'est ainsi qu'ils deviennent peu à peu invisibles. Dire « je suis désolé » lorsque tu as commis une véritable erreur est un signe de maturité et de respect. Mais demander pardon simplement pour avoir une opinion, pour avoir besoin de quelque chose ou pour être à la place qui te revient est un signe d'insécurité. C'est l'aveu silencieux que tu penses que ta seule existence est un obstacle. Le problème n'est pas la courtoisie, mais l'habitude de s'excuser pour vivre. Les stoïciens comprendraient très bien cela. Pour eux, la valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ton propre jugement. Si tu sais que tu n'as rien fait d'injuste, tu ne devrais pas baisser la tête. Sénèque écrivait que personne n'a le droit de te mépriser si tu ne lui donnes pas cette permission. Et chaque excuse inutile est une reddition que tu offres volontairement. Pense aux fois où tu as vu quelqu'un lors d'une réunion ou d'une conversation, lever la main pour parler, et avant d'exprimer son idée, dire « je suis désolé ». Peut-être que ce n'est pas important, mais à cet instant, il perd de l'autorité. Peu importe que son idée soit brillante. Le « je suis désolé » le transforme en quelqu'un qui doute de sa propre valeur. L'auditoire, même inconsciemment, perçoit cette insécurité et cesse de lui accorder le respect qu'il méritait. Les mots ne communiquent pas seulement des idées, ils transmettent une hiérarchie invisible. Celui qui s'excuse inutilement se place en dessous des autres, comme s'ils cherchaient leur permission pour exister. C'est pourquoi, lorsque tu élimines ce « je suis désolé » qui n'est pas approprié, quelque chose change. Ta voix cesse de sonner comme un murmure qui demande la permission et commence à sonner comme quelqu'un qui sait qu'il a le droit de parler. Cela ne signifie pas devenir grossier ou perdre de l'empathie. Il s'agit de reconnaître que tu n'as pas besoin de t'excuser pour demander ce qui te revient ou pour avoir une présence dans une conversation. Imagine entrer dans un magasin, demander un produit et dire « Je suis désolé, pourriez-vous me montrer ce modèle ?» Tu n'as rien fait de mal, mais le « je suis désolé » communique la soumission. Si tu le changes pour
S'il vous plaît, pouvez-vous me montrer ce modèle? Moi, la phrase sonne polie mais ferme. Voilà la différence. La courtoisie n'est pas servilité. Pratiquer cette leçon stoïcienne implique de surveiller ton langage quotidien et de détecter chaque fois qu'un « je suis désolé » s'échappe sans raison. Demande-toi, ai-je commis une erreur? Ai-je causé du tort? Si la réponse est non, alors il n'y a rien à regretter. Garde ces excuses pour les moments qui comptent vraiment. Ainsi, quand tu les prononceras, elles auront du poids et de la crédibilité. Le respect commence par la façon dont tu te respectes toi-même avec tes mots. Si tu parles comme quelqu'un qui doit se justifier pour tout, les autres le croiront. Si tu parles comme quelqu'un qui sait qu'il a le droit d'être ici, ils le croiront aussi. À partir d'aujourd'hui, arrête de t'excuser pour exister. Parce que chaque « je suis désolé » inutile ne te vole pas seulement du pouvoir, mais entraîne aussi les autres à le faire. 2. Parle avec certitude, pas avec des ombres de doute. Les gens suivent ceux qui semblent sûrs d'eux, pas ceux qui hésitent. Tu peux avoir le meilleur argument du monde, mais si tu le présentes avec des mots faibles, il perd tout son poids. Chaque fois que tu remplis tes phrases avec « peut-être »,« je pense que »,« peut-être » ou « je ne suis pas sûr », tu ouvres la porte à ce que d'autres dessinent pour toi. Le problème n'est pas de reconnaître que tu ne sais pas tout. Le problème est de transformer l'insécurité en une habitude qui affaiblit ta voix. Dans le monde réel, celui qui parle avec assurance inspire confiance, même s'il se trompe, alors que celui qui semble incertain provoque des doutes, même quand il a raison. C'est injuste, mais c'est ainsi que fonctionne la perception humaine. Les gens confondent le ton de la sécurité avec l'autorité. Si tu sembles douter de tes propres mots, personne ne va prendre le risque de te faire confiance. Les stoïciens comprenaient que la clarté est le pouvoir. Épictète enseignait que nous devrions parler de ce que nous savons et taire ce que nous ignorons, mais jamais traîner les mots avec des hésitations qui confondent. Une affirmation claire n'a pas besoin d'être arrogante. C'est un reflet de l'autocontrôle et de la maîtrise de la pensée. Pense à une conversation quotidienne. Quelqu'un demande « Quel chemin prenons-nous pour arriver ?» Et tu réponds « Je pense que c'est par là. Peut-être, je ne suis pas très sûr. » Même si tu as raison, ta réponse n'inspire pas confiance. En revanche, si tu dis « Allons par cette route, je connais le chemin », même si un obstacle se présente ensuite, les gens ont confiance en toi pour les suivre. La différence réside dans la certitude avec laquelle tu parles, pas dans le résultat final. Les mots remplis de doute ne nuisent pas seulement à la façon dont les autres te perçoivent, mais ils façonnent aussi ton esprit. Chaque « je ne suis pas sûr » répété devient un écho qui érode ta confiance en toi. C'est comme construire un mur entre ce que tu penses et ce que tu arrives à dire. Plus tu hésites, plus tu entraînes ton cerveau à croire que tu n'as pas de pouvoir sur tes propres idées. Un conseil stoïcien pour inverser cette habitude est de discipliner ton langage. Dis ce que tu sais clairement et n'embellis pas ce que tu ne sais pas avec des excuses. Si tu n'as pas la réponse, dis-le avec la même fermeté. Je n'ai pas l'information en ce moment, mais je vais la chercher. Cela sonne responsable, pas faible. Si tu connais la réponse, exprime-la sans demander la permission ni l'adoucir avec « je pense » ou « peut-être ». Dans les réunions, les discussions ou même dans les relations personnelles, les personnes qui parlent avec assurance ont tendance à diriger la conversation, tandis que celles qui se diluent dans le doute finissent par suivre le rythme des autres. Il ne s'agit pas de hausser la voix ou de s'imposer, mais d'éliminer les ombres verbales qui affaiblissent ton message. Le respect commence lorsque ton langage démontre que tu sais ce que tu dis. Celui qui parle avec certitude transmet l'ordre mental. Celui qui hésite, le chaos interne. Et le monde fait confiance à celui qui semble avoir de la clarté. Commence à t'observer. Compte combien de fois par jour tu utilises des mots qui diluent ta force. Chaque fois que tu te surprends à dire « je pense que », quand tu le sais, corrige-le immédiatement. Fais de ton langage un entraînement pour ton caractère. La clarté verbale devient la clarté mentale. Parler avec certitude n'est pas prétendre que tu sais tout, c'est respecter ta voix et ton jugement. Si tu ne fais pas confiance à tes propres mots, personne d'autre ne le fera.
À partir d'aujourd'hui, élimine les ombres du doute et laisse ta voix être une déclaration de présence. Parce qu'au final, les gens ne suivent pas le plus bruyant ou le plus sympathique, ils suivent celui qui transmet la sécurité avec chaque mot. 3. Efface le « je ne peux pas » qui enchaîne ton esprit. « Je ne peux pas » est une phrase courte, mais elle porte le poids d'une cellule. Chaque fois que tu la prononces, tu fermes une porte sans même essayer de l'ouvrir. Pire encore, c'est une chaîne invisible qui non seulement lie tes actions, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent. Celui qui vit en répétant « je ne peux pas » finit par se croire incapable et enseigne aux autres à le croire aussi. La plupart du temps, ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas affronter l'effort, le risque ou l'inconfort que demande la tâche. Mais le langage compte. Quand tu dis « je ne peux pas », ton esprit l'interprète comme une limite réelle, comme si tu avais heurté un mur impossible à déplacer. Et c'est là que commence l'auto-tromperie qui affaiblit le caractère. Les stoïciens méprisaient cette attitude. Épictète enseignait que tout n'est pas sous notre contrôle, mais il est entre nos mains de choisir notre réponse et de nous efforcer pour ce que nous pouvons changer. Dire « je ne peux pas » avant d'essayer, c'est renoncer à ton propre jugement et céder le commandement à la paresse ou à la peur. La vraie limite n'est pas dans l'action, elle est dans la phrase que tu as choisie pour la décrire. Pense à combien d'opportunités sont perdues à cause de cette petite déclaration de défaite. Une promotion au travail que tu n'as pas demandé parce que tu as dit « je ne peux pas assumer cette responsabilité ». Un projet qui n'a jamais commencé parce que tu as cru « je ne peux pas y consacrer du temps ». Une conversation importante que tu as évitée parce que tu as pensé « je ne peux pas gérer le conflit ». Ces mots, répétés encore et encore, non seulement freinent le mouvement, mais façonnent un caractère qui s'habitue à abandonner avant de commencer. Il y a une énorme différence entre reconnaître une limite réelle et abandonner par habitude. Dire « je ne peux pas voler » est un fait. Dire « je ne peux pas apprendre », « je ne peux pas changer », « je ne peux pas affronter » est une auto-tromperie. La première est une vérité physique. La seconde, une excuse qui érode ta discipline mentale. Les stoïciens proposaient une approche radicale. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par des phrases qui reflètent la réalité sans détruire ta volonté. Si quelque chose est difficile, dis-le. C'est difficile, mais je vais essayer. Si quelque chose nécessite du temps, admets-le. Je ne l'ai pas encore réussi, mais je travaille dessus. Le changement n'est pas sémantique, il est psychologique. Tu arrêtes de déclarer la défaite et tu commences à déclarer l'action. Observe les personnes que tu respectes. Ce n'est pas qu'elles ont plus de facilité, c'est qu'elles abandonnent rarement avec des mots. Elles savent que leur langage construit la perception que les autres ont d'elles. Un leader qui dit « je ne peux pas gérer cette situation » perd instantanément sa crédibilité. Un leader qui dit « je n'ai pas encore la solution, mais je la trouverai » inspire confiance. Pratiquer cette leçon stoïcienne signifie surveiller chaque fois que le « je ne peux pas » essaie de s'échapper de ta bouche. Arrête-toi et demande-toi, est-ce vraiment impossible ou simplement inconfortable? 9 fois sur 10, tu découvriras que ce n'était que de l'inconfort déguisé en impossibilité. Quand tu effaces le « je ne peux pas », tu commences à libérer de l'espace mental pour l'action. Tu arrêtes de te concentrer sur l'obstacle et tu commences à te concentrer sur le prochain pas possible. Cette petite discipline verbale change ta posture face à la vie et face aux autres. Tu passes de quelqu'un qui abandonne à quelqu'un qui cherche des solutions. Le respect des autres ne se gagne pas avec des plaintes ou des excuses, mais avec l'attitude de celui qui ne fuit pas le défi. Si tu veux projeter de la force, commence par changer la façon dont tu parles de toi-même. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu es sur le point de dire « je ne peux pas », rappelle-toi que cette phrase ne décrit pas ta capacité réelle. Elle décrit ton choix d'abandonner et choisis un autre mot. 4. Fais en sorte que ta voix pèse plus qu'un « peu importe ». Peu importe semble être une phrase inoffensive, mais en réalité, c'est un poison lent qui affaiblit ta présence. Chaque fois que tu réponds par un « ça ne fait rien » ou un « peu importe », alors que tu as une opinion, tu deviens une ombre dans la conversation. C'est la déclaration silencieuse que ce que tu penses n'a pas d'importance.
Et au moment où tu communiques que cela n'a pas d'importance, les autres cessent de te prendre au sérieux. Les mots que tu utilises pour décider révèlent combien tu valorises ton propre jugement. Dire peu importe peut sembler neutre, mais cela transmet de l'apathie et un manque de direction. Personne ne suit quelqu'un qui semble ne se soucier de rien. Au contraire, le respect naît de celui qui a de la clarté et démontre qu'il sait ce qu'il veut, même dans les détails les plus petits. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté réside dans le jugement propre. Marc Aurèle écrivait que l'esprit est maître de ses opinions et que renoncer à elles, c'est céder ton pouvoir à d'autres. Chaque fois que tu dis « peu importe », tu cèdes cette souveraineté. Cela peut sembler être une concession minime, céder le choix du restaurant, de la direction, de la décision lors de la réunion. Mais en réalité, tu entraînes les autres à ignorer ta voix. Pense à la vie quotidienne. Quelqu'un te demande où tu préfères t'asseoir, quelle option de projet tu choisis, quel chemin prendre. Tu réponds « peu importe ». Peut-être le fais-tu pour éviter le conflit ou paraître flexible, mais le message caché est que ton jugement n'a pas de poids. Avec le temps, ceux qui t'entourent t'apprennent à ne rien te demander d'important, car ils savent déjà que ta réponse sera sans importance. Le respect ne consiste pas à imposer toujours ta volonté, mais à montrer que ton opinion a une direction. Dire « je préfère ceci » ou « je penche pour cela » n'est pas être têtu, c'est montrer que tu sais ce que tu veux. Celui qui cède toujours par paresse de penser ou de déranger finit par payer le prix d'être invisible dans les décisions qui lui importent. Du point de vue stoïcien, avoir une voix signifie utiliser la raison pour choisir, pas pour plaire. Sénèque avertissait que celui qui ne se gouverne pas lui-même est gouverné par les autres. Chaque fois que tu dis « peu importe » par habitude, tu t'éloignes de ce gouvernement de soi et tu t'habitues à vivre sous les décisions des autres. La première étape pour récupérer le poids de ta voix est de t'arrêter avant de répondre. Demande-toi ce que tu préfères vraiment, même si c'est un détail minime. Exerce-toi à exprimer cette préférence de manière simple mais ferme. Si on te propose des options, choisis-en une. Je préfère ceci pour cette raison. C'est un petit acte d'affirmation qui renforce ta présence. Cela ne signifie pas devenir inflexible ou égoïste. Cela signifie arrêter de te diluer dans l'apathie. Lorsque tu parles clairement, même les désaccords sont plus respectés car ils révèlent que tu penses par toi-même. Quelqu'un qui dit toujours peu importe, non seulement perd du poids dans ses paroles, mais enseigne aussi aux autres qu'il n'a pas de limite, ni d'opinion, ni de direction. Ta voix pèse lorsque tu démontres que tu l'utilises pour décider et non pour disparaître. Chaque fois que tu choisis, au lieu de céder par inertie, tu entraînes ton esprit à se tenir fermement. Et cela se voit partout, au travail, dans les relations et dans ta propre confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, élimine le peu importe de ton vocabulaire. Apprends à dire avec sérénité ce que tu penses et ce que tu préfères. Parce que chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne l'image que le monde a de toi. Si ta voix ne pèse pas, tu deviens un spectateur de ta propre vie. Si ta voix a de la clarté, même dans les détails simples, tout le monde saura que ta présence compte. 5. Rompez avec les extrêmes qui tuent le dialogue. Peu de choses affaiblissent autant l'autorité personnelle que de parler depuis les extrêmes. Les mots absolus comme toujours et jamais semblent donner de la force à l'argument, mais en réalité ils le vident. Quand tu dis « tu ne m'écoutes jamais » ou « je me trompe toujours », cela sonne dramatique, mais c'est dénué de vérité. Les gens arrêtent de te prendre au sérieux parce qu'ils comprennent que tu exagères. Et une voix exagérée perd en crédibilité, même si elle a raison au fond. Le langage absolu est un marteau. Il frappe fort, mais il ne construit rien. Il sert à décharger la frustration, pas à résoudre. Et chaque fois que tu l'utilises, au lieu d'ouvrir une conversation, tu élèves un mur. Il est impossible de dialoguer avec quelqu'un qui déclare que tout est toujours ou jamais. Cette rigidité ne bloque pas seulement la compréhension, elle t'enferme aussi dans un rôle de victime ou de juge qui ne laisse pas de place au changement. Les stoïciens méprisaient les extrêmes parce qu'ils rompent le lien avec la réalité. Épictète enseignait que la vertu se trouve dans le contrôle du jugement et dans le fait de ne pas se laisser emporter par les passions.
Quand tu dis « toujours » ou « jamais », tu ne décris pas les faits. Tu décris ton état émotionnel à ce moment-là. Tu parles depuis la colère ou le ressentiment, pas depuis la raison. Regarde n'importe quelle discussion quotidienne. Quelqu'un arrive en retard et tu lâches, tu arrives toujours en retard. La phrase ne cherche pas à comprendre ni à résoudre le problème, elle cherche à punir. Il en va de même lorsque tu dis « tu ne fais jamais rien de bien à un collègue ou à un membre de ta famille ». Il y a peut-être eu des erreurs, mais cette exagération détruit le respect mutuel et fait que l'autre se ferme à t'écouter. Un commentaire ferme et juste pèse plus qu'une accusation démesurée. Dire « tu es arrivé en retard plusieurs fois cette semaine, j'ai besoin que tu corriges cela » a du poids et ouvre la voie à une solution. Dire « tu arrives toujours en retard » ne fait que générer des défenses. Dans le premier cas, tu sembles rationnel et fiable. Dans le second, impulsif et injuste. Adopter l'autocontrôle verbal que prônaient les stoïciens nécessite de freiner avant que les émotions ne dictent la phrase. Chaque fois que tu ressens l'envie de dire toujours ou jamais, arrête-toi et demande-toi, est-ce vraiment ainsi ou est-ce que je laisse la colère parler pour moi? Cette pause est un entraînement de caractère qui non seulement améliore ta communication, mais renforce aussi ton autocontrôle. Le respect se gagne lorsque ton langage reflète la justice et l'équilibre. Personne ne fait confiance à celui qui déforme les faits pour gagner un argument. Si tu veux que tes paroles aient de l'autorité, parle avec précision. Nomme les faits, n'exagère pas le schéma. Les gens respectent davantage celui qui peut signaler un problème sans tomber dans le dramatisme. Pense aux figures que tu considères comme des leaders. Tu les verras rarement parler en extrême. Ils savent que chaque mot compte et qu'une affirmation exagérée peut détruire leur crédibilité. La force de leur voix vient de la calme et de la précision, pas de l'excès. Commence à remarquer combien de fois par jour tu utilises des absolus et corrige-les. Change le « tu fais toujours cela » par « tu as tendance à faire cela souvent ». Change le « tu n'aides jamais » par « tu n'as pas été disponible dernièrement ». Ce sont des ajustements simples qui transforment la façon dont les autres reçoivent ton message. Rompre avec les extrêmes ne signifie pas adoucir la vérité. Cela signifie la montrer sans distorsion. En le faisant, tes paroles cessent de sonner comme une attaque et commencent à sonner comme un appel au respect et à la solution. Et c'est la voix qui vaut la peine d'être écoutée, celle qui ne cherche pas à humilier ni à dramatiser, mais à influencer avec clarté et justice. 6. Maîtrise l'art de la pause avant chaque mot. L'un des signes les plus clairs du manque de contrôle personnel est la précipitation à répondre. La plupart des gens parlent comme si le silence était un ennemi à combler le plus rapidement possible. Les mots sortent précipitamment, sans filtre, et dans cette vitesse, la clarté, le respect et souvent la dignité se perdent. Celui qui ne maîtrise pas la pause semble esclave de ses impulsions, et personne ne respecte celui qui ne peut pas gouverner même sa propre langue. Le pouvoir de la pause n'est pas nouveau. Les stoïciens la voyaient comme un acte d'autocontrôle. L'esprit qui sait s'arrêter un instant avant de parler montre qu'il n'est pas dominé par l'émotion. Sénèque disait que celui qui est maître de ses mots est maître de son esprit. Et cette pause, aussi brève soit-elle, sépare le sage de l'impulsif. Pense aux discussions quotidiennes. Quelqu'un te provoque, élève la voix, t'accuse de quelque chose d'injuste. La réaction commune est de répondre immédiatement, en rendant le coup avec la même intensité. Mais si tu donnes cet espace bref avant de répondre, tu désarmes le conflit. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle te donne le temps suffisant pour choisir les mots qui pèsent, pas ceux qui blessent. La pause a aussi un effet psychologique sur ceux qui t'écoutent. Une personne qui ne se précipite pas à répondre transmet l'autorité et la sérénité. Ces mots semblent calculés, pas lancés au hasard. C'est le genre de présence qui fait taire une salle sans élever la voix. En revanche, celui qui se précipite à combler chaque silence projette de l'anxiété et de la faiblesse. Dans la vie professionnelle, la pause est encore plus puissante. Un leader qui garde un moment de silence avant de répondre à une question difficile montre qu'il réfléchit, que sa réponse n'est pas impulsive. Cette impression de pensée et de contrôle donne du poids à ce qu'il dit ensuite.
Il en va de même dans les conversations personnelles. Une seconde de silence avant de parler donne de la valeur à tes mots, comme s'ils avaient été choisis avec soin. Pratiquer cette discipline stoïcienne est simple en théorie, mais difficile en pratique. Respire avant de parler. Compte mentalement jusqu'à 2 si l'émotion te domine. Observe la réaction des autres avant de répondre. Ce petit espace de temps est où naît l'autocontrôle. Il faut comprendre que le silence n'est pas vide, c'est présence. C'est un rappel que tu n'es pas pressé de convaincre quelqu'un ni de prouver quoi que ce soit. Parler trop vite, sauter de phrase en phrase, révèle l'insécurité. Garder le silence avant de répondre montre que tu as confiance en toi et que tu n'as pas besoin de rivaliser avec le bruit pour être entendu. Le respect que tu cherches ne dépend pas de combien tu dis, mais de comment tu le dis. Lorsque tu élimines l'impulsion de combler chaque silence, tu fais en sorte que chaque mot ait le poids d'une décision. Ainsi, même les phrases courtes acquièrent de l'autorité. Dans la pratique quotidienne, applique la pause dans les moments de tension et aussi dans les moments d'enthousiasme. Avant d'accepter une proposition, de donner un conseil ou de lâcher une critique, arrête-toi. Cette pause te permet de mesurer l'impact de ce que tu es sur le point de dire. Souvent, tu découvriras que ce que tu allais prononcer ne valait pas la peine. Maîtriser la pause est un acte de respect envers toi-même et envers les autres. Tu cesses de réagir comme une étincelle qui s'allume au moindre frottement et tu deviens quelqu'un qui décide quel feu allumer et lequel éteindre. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur du silence. Fais-en ton allié, parce que les mots gagnent en puissance non seulement par ce qu'ils expriment, mais aussi par l'espace que tu leur donnes pour respirer. 7. Donne du poids à chaque phrase comme si c'était un ordre au destin. Les mots que tu prononces ne sont pas de l'air vide, ce sont des déclarations sur qui tu es et où tu vas. Quand tu parles sans conviction, ta voix devient un murmure que personne ne se souvient. Mais quand chaque phrase sonne comme si elle portait le poids d'une promesse inévitable, les gens t'écoutent d'une autre manière. Tu n'as pas besoin de crier ni d'impressionner. Ce qui fait que tes mots comptent, c'est le pouvoir qu'ils transmettent en étant dits avec intention. L'erreur commune est de parler comme si rien n'avait d'importance. Des phrases lâches, des commentaires sans soin, des affirmations fades qui se dissolvent dans l'air. Cette façon de s'exprimer est celle qui fait que les autres ignorent tes idées, même si elles sont bonnes. L'autorité ne vient pas de dire beaucoup, mais de dire ce qu'il faut, avec un ton qui montre que tu crois en ce que tu affirmes. Les stoïciens le comprenaient bien, le verbe façonne l'action. Épictète enseignait que nous devons parler seulement de ce qui est nécessaire, et le faire avec la même discipline avec laquelle nous entraînons le corps et l'esprit. Chaque phrase est un acte de volonté. Elle révèle le contrôle que tu as sur toi-même. Si tu parles avec indécision, tu reflètes le chaos intérieur. Si tu parles avec fermeté, tu démontres que ton caractère soutient ce que tu dis. Pense à la différence entre ces deux réponses. Peut-être que je pourrais essayer et je le ferai. La première sonne comme un désir fragile, la seconde est un engagement. Quand tu parles comme si tes mots étaient un ordre au destin, tu commences à influencer ton propre esprit et aussi ceux qui t'écoutent. Ils perçoivent que ce que tu dis n'est pas un caprice passager, mais une décision qui a déjà pris forme. Il ne s'agit pas de sonner dramatique, mais de prendre soin du poids de chaque phrase. Cela signifie éliminer l'excès de mots qui diluent le message. Moins de justification, moins de détours. Parler avec détermination oblige ton cerveau à s'aligner avec tes mots. Ainsi, le langage devient une ancre qui te maintient ferme quand le doute ou la peur apparaissent. Dans la vie quotidienne, applique cette leçon en t'engageant avec des objectifs, en fixant des limites ou en exprimant des besoins. Ne dis pas « j'essaierai de fixer des limites ». Dis « à partir d'aujourd'hui, je fixe cette limite ». Ne dis pas « j'espère m'améliorer ». Dis « je vais m'améliorer ». Cette différence de langage change non seulement la perception des autres, mais aussi ta relation avec le défi que tu affrontes. Donne du poids à tes mots en parlant moins et en promettant moins, mais en accomplissant plus. Quand les autres perçoivent que tes phrases sont peu nombreuses, claires et cohérentes avec tes actes, ta voix commence à avoir le respect d'un ordre silencieux.
Parler comme si chaque phrase était un ordre au destin ne signifie pas être inflexible ni autoritaire. Cela signifie reconnaître le pouvoir de la parole comme reflet de ton caractère. À partir d'aujourd'hui, laisse chaque chose que tu dis avoir une intention, une direction et une fermeté. Parce que le monde n'écoute pas celui qui parle le plus, mais celui qui prononce des mots qui semblent avoir un destin inévitable. 8. Utilise le silence comme ton meilleur argument. Le silence est l'outil le plus sous-estimé dans un monde qui ne cesse de faire du bruit. La plupart des gens ont peur de se taire parce qu'ils pensent que s'ils ne parlent pas, ils perdent de la présence. Mais le silence ne te rend pas faible. Au contraire, quand tu le maîtrises, il devient la forme la plus pure d'autorité. Un silence bien placé peut désarmer celui qui t'attaque, mettre mal à l'aise celui qui ment et mettre en valeur la vérité plus que 1000 mots. Pense à la dernière dispute que tu as assistée. Presque toujours, celui qui parle le moins gagne, non pas parce qu'il a moins d'arguments, mais parce qu'il sait attendre. Celui qui se précipite pour remplir chaque vide avec des explications finit par perdre le contrôle de la conversation. Celui qui se tait stratégiquement montre qu'il n'a pas besoin de se justifier, ni de convaincre quelqu'un en criant. Ce calme est du pouvoir, et les autres le ressentent même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Les stoïciens voyaient le silence comme une discipline essentielle. Sénèque avertissait qu'il faut apprendre à se taire plus qu'à parler, car dans le silence, l'esprit s'ordonne et le caractère se révèle. Ils ne se taisaient pas par lâcheté, mais par respect pour leurs propres paroles. Un homme qui parle tout le temps sans réfléchir perd de la valeur à ses propres yeux et à ceux des autres. En revanche, celui qui se permet de garder le silence devient quelqu'un dont la voix est écoutée attentivement lorsqu'il décide de le rompre. Le silence a aussi un effet psychologique sur les autres. Il les oblige à affronter leurs propres paroles. Face à une provocation, si tu réponds calmement puis te tais, l'autre se sent exposé à son propre bruit. Cet espace vide révèle l'insécurité de celui qui crie et transmet la force de celui qui se tait. Il ne s'agit pas de rester muet ou d'éviter le dialogue. Il s'agit de comprendre que toutes les situations ne méritent pas une réponse immédiate. Souvent, répondre ne fait qu'alimenter des conflits inutiles. Le silence, dans ces moments, est une déclaration que tu ne rentres pas dans les jeux des autres. Pense à un leader en pleine crise. S'il parle trop, il donne l'impression de nervosité. S'il garde un silence bref avant de donner une instruction, il transmet la sérénité et le contrôle. Il en va de même dans les conversations quotidiennes. Quelqu'un te provoque avec un commentaire sarcastique. Au lieu de réagir, tu le regardes et te tais. Cette pause est plus dérangeante que toute réplique et montre clairement que cela ne t'affecte pas. Pratiquer le silence comme argument nécessite du courage. Il faut une force intérieure pour résister à l'impulsion de te défendre, d'expliquer ou de te justifier. C'est un exercice de maîtrise de soi. Tu choisis de ne pas gaspiller des mots là où ils n'apporteront aucun résultat. Dans la vie quotidienne, commence par observer combien de fois tu parles juste pour remplir l'espace. Apprends à freiner ce besoin. Garde le silence lorsque la réponse ne change pas le résultat, lorsque la provocation ne cherche que ta réaction, lorsque le moment exige de la réflexion. Chaque silence conscient est une affirmation de ton contrôle et de ta valeur. Le respect que tu inspires augmente lorsque les autres perçoivent que tu ne réagis pas à chaque provocation. Ils savent que, si tu parles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Et cela donne à tes paroles un poids particulier. Le silence, utilisé avec intention, n'est pas une absence de voix, c'est la voix la plus ferme de ton caractère. À partir d'aujourd'hui, fais-en partie de ton langage. Laisse le silence parler quand les mots sont de trop et que ta voix n'apparaît que lorsqu'elle a le pouvoir de changer le moment. Ainsi, même sans dire un mot, tu auras toujours le dernier mot. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.